Il est l'un des auteurs les plus adaptés de l'histoire du cinéma, un de ces personnages qui fait partie intégrante de l'histoire du petit et du grand écran pour toute une génération de cinéphiles, de sérivores et de littéraires, partout dans le monde, de tout poil et de tous âges. Stephen Edwin King, auteur de renom que l'on ne présente plus, mais s'il fallait encore le faire, il serait simple de dire qu'il est l'un des plus grands auteurs de la littérature d'horreur, de fantastique et de fantasy américain, et que son œuvre sera, et est déjà d'ailleurs, étudiée dans les écoles et dans les plus grandes facultés de lettres du monde entier. Difficile pourtant de classer Stephen King, et surtout de cerner le personnage qu'il est devenu au fil du temps, des époques et des œuvres qu'il a offert à la littérature ainsi qu'au cinéma, traversant les saisons, les genres et les auteurs de renom qui ont cherché à faire de ses œuvres littéraires des pinacles du cinéma moderne, parfois quitte à se briser les ailes et à chuter de très très haut d'ailleurs. Depuis la fin des années 60, les bouquins de Stephen King passionnent les cinéastes et il a toujours été le chouchou des cinéphiles, ses œuvres littéraires ayant cette forme et cette manière d'être des objets influencés viscéralement par le cinéma. Il est passé par tous les stades en termes de cinéma, allant du nanar reconnu comme une purge complète, on pense tout de suite à Sleepwalkers par exemple ou Maximum Overdrive, sur lequel on reviendra plus tard, jusqu'à passer par le stade ultime du film culte, comme ça ou encore Carrie au bal du diable, en touchant également le pinacle du chef-d'œuvre avec le parfait et monumental Shining, qu'il n'a pourtant jamais reconnu comme tel. C'est ainsi que King est devenu une légende au cœur de la production audiovisuelle, un de ces cinéastes dont on ne se lasse pas et qui pourtant, contre toute attente, a rarement entretenu un bon rapport avec la production audiovisuelle américaine, voire même plutôt un très mauvais rapport. Car ceux qui connaissent bien Stephen King savent que celui-ci a toujours souhaité tout contrôler. Et par cela, j'entends vraiment tout contrôler, afin de faire en sorte qu'un film adapté d'une de ses œuvres essaye de respecter le plus possible celle-ci à la lettre, sans partir en vrille. Il obtient généralement toujours le contrôle final d'une de ses œuvres, ce que l'on appelle le final cut au cinéma. Et c'est en cela qu'il arrive presque toujours aujourd'hui à imposer son diktat sur les films adaptés d'un de ses bébés imprimés et reliés. C'est cela qui a fait sa réputation au cinéma pour ceux qui ne le connaissaient pas de ses œuvres littéraires. Car pour beaucoup de cinéphiles et de spectateurs aujourd'hui, King est un auteur relié profondément au cinéma et à la télévision. Un auteur qui a donné à ces deux écrans intimement reliés certaines pierres angulaires, à l'image d'un Philippe Cadic par exemple, auteur également intimement relié au cinéma de par son travail littéraire et existentiel. Stephen King est un auteur capricieux, ça c'est indéniable, mais également ambitieux, et c'est en cela que l'on peut comprendre que le personnage refuse de laisser une de ses œuvres tomber entre les mains du premier quidam qui souhaiterait en faire une adaptation personnelle ou éloignée. C'est ainsi que King, malgré son aura de génie de la littérature, a toujours eu une réputation assez étrange auprès de la production hollywoodienne, celui d'un génie mégalomane, incapable de laisser une de ses œuvres entre les mains d'un autre auteur que lui-même. L'exemple de Maximum Overdrive est en cela intéressant, puisqu'en choisissant d'adapter lui-même une de ses œuvres, il est tombé dans la pire parodie imaginable de son œuvre, en ne réussissant pas alors à créer quelque chose d'original et en s'inspirant lui-même de la manière avec laquelle Carpenter avait filmé son adaptation de Christine. D'autant plus qu'au-delà de cela, n'ayant aucun recul sur son œuvre, King tomba dans une adaptation trait pour trait de son roman, perdant alors tout sens cinématographique et créatif qui aurait pu donner au film un certain cachet. Au final, Stephen King est un homme difficile à cerner, car lorsqu'il a le contrôle d'une de ses œuvres, il est heureux. Mais lorsqu'il laisse ce contrôle à un auteur, il est souvent déçu du résultat. Alors que pourtant, ce sont ces auteurs qui parviennent à s'émanciper de son diktat, qui parviennent à livrer les adaptations de ses œuvres les plus intéressantes, voire même les plus hallucinantes. Il y a deux exemples à cela. Les deux sont connus à grande échelle du grand public, puisque les deux auteurs en question ont offert au cinéma plus d'un film culte, mais également des adaptations de King personnelles et superbes. Stanley Kubrick s'est mis à dos à vie Stephen King avec son adaptation de Shining, en ne respectant que la trame de base du roman pour laisser libre cours à son imagination et ainsi offrir sa vision des personnages de l'auteur américain, ce que King refusa de reconnaître catégoriquement, allant jusqu'à adapter pour le petit écran son roman, pour un téléfilm que beaucoup détestent et peu apprécient. Frank Darabont n'a jamais eu les égards de King, le cinéaste américain ayant souvent récupéré les romans que l'auteur voulait le moins voir à l'écran, King ayant selon la légende vendu les droits du roman The Shawshank Redemption pour une poignée de dollars. Et quand on connaît le succès du film aujourd'hui, on a envie d'en rigoler un peu. Et pourtant, Darabont a certainement été l'un de ces rares auteurs à s'approprier l'œuvre de King, faisant de ses longs métrages des films qui suivent les mêmes thématiques, alors que les romans abordent des sujets radicalement différents. Au final, ces deux cinéastes sont la belle démonstration que si l'on a envie de s'approprier le travail d'un auteur, quitte à ce que celui-ci n'aime pas et rejette en biais tout ce qui a été fait en termes d'adaptation, il se peut tout de même qu'il en découle un film et une réflexion personnelle sur une œuvre qui aurait été certainement trop plate sans cela. Alors que penser de King aujourd'hui? Car lorsque l'on voit que les adaptations qu'il juge comme bonnes finissent souvent par décevoir, le récent The Dark Tower n'étant que rejeté par les fans et les spectateurs,
et les séries Under the Dome et The Mist recevant des critiques moyennes ou juste potables, on est alors en droit de se demander si l'auteur n'a pas un trop grand monopole sur sa bibliographie. L'époque où l'auteur avait encore du mal à décoller et choisissait de laisser des auteurs créer à partir de son travail, quitte à ce que celui-ci soit déçu, montre bien que parfois, un auteur doit prendre du recul sur son œuvre. Christine, Misery ou encore Carrie aux Belles du Diable en sont certainement les plus grands exemples, quand à côté de cela, La Chambre 1408, Cell Phone ou Désolation sont des œuvres adoubées par King, mais refusées par le public. Stephen King reste le roi de la littérature fantastique et horrifique, mais l'ombre du passé où il ne contrôlait pas son œuvre plane aujourd'hui sur un cinéma qu'il cherche beaucoup trop à contrôler, là où tel un bon roi qui se respecte, il devrait laisser ses sujets décider de la manière avec laquelle ils regardent leur souverain.